your childhood trauma? A white man? No! You okay, father? Fuck me badly once, shame on you. Fuck me badly twice, shame on me. Buffy. That's why they put the I in FBI, bitch. Dazzle me. Do I have a massive asshole? You think a depressed person could make Each this? other's soulmates. You were my best friend. You gave me a cookie, gave you cookie. You were mine too. This is a love story. Yourself. Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on va détruire le monde. Vous venez avec nous ? Salut, moi c'est Marie et si Cordélia pouvait me donner la référence de son twin set jaune pâle et de sa petite jupe en tartan, je suis preneuse. Une icône de mode. Ah, tellement. Et moi c'est Anaïs et je suis la trésorière du club de détestation de Angel. Je suis la secrétaire de la trésorière. Aujourd'hui, on poursuit notre exploration des épisodes de séries qui nous ont toutes les deux beaucoup marqués. Et l'on vous parle d'un des meilleurs épisodes d'une de nos séries préférées à toutes les deux, Innocence, partie 2 de Buffy contre les vampires. C'est l'épisode 14 de la saison 2, écrit et réalisé par Joss Whedon. Et si vous voulez le regarder, toute la série est disponible sur Disney+, et sur Amazon Prime Video. Marie, pour les gens qui ne connaîtraient pas Buffy contre les vampires, est-ce que tu peux résumer rapidement cette série ? D'abord, comment osez-vous ? Surtout après nous avoir écoutés. Alors, à chaque génération, une élue est née. Une tueuse. Une tueuse est née. Et en fait, le principe de la tueuse, c'est que c'est l'élu sur toute la planète et elle est là pour tuer des vampires. Elle a Et les forces du mal. Et les forces du mal. Et elle a plein de pouvoirs spéciaux. Et dans cette génération, c'est Buffy, une petite Californienne blonde qui vit à Sunnydale sur une bouche de l'enfer, c'est bien pratique. Elle vit là-bas seule avec sa mère et elle a un groupe d'amis qui découvrent son secret et qui l'aident à combattre les forces du mal. Il y a Xander, Willow et le groupe s'élargit peu à peu. Et il y a Giles aussi qui est son observateur et qui est plus âgé, anglais et qui est trop cool. Voilà. Et qui est le monsieur du CDI. Exactement. Mais aussi qui connaît tout des arts occultes. C'est marrant parce que on a déjà toutes les deux beaucoup parlé de Buffy, c'est une de nos séries préférées à toutes les deux et même si c'est une série qui est reconnue universellement comme une série brillante, qui a été étudiée par plein d'universitaires, etc., ça m'arrive encore assez fréquemment quand je dis que Buffy est une de mes séries préférées, de me heurter à un mur d'incompréhension et à pas mal de mépris de la part de certaines personnes qui comprennent pas pourquoi cette série adolescente qui passait dans la trilogie du samedi devrait être considérée comme une série aussi importante que The Wire ou Breaking Bad. Je pense que ce n'est pas le cas de la plupart des gens qui nous écoutent parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fans de Buffy parmi vous. Mais pour rappeler très rapidement pourquoi Buffy c'est trop bien, ou pour citer un autre podcast, pourquoi Buffy c'est génial, ce qui est très intéressant dans la série de Joss Whedon, c'est la manière dont elle crée des parallèles entre la vie adolescente et tous les éléments surnaturels de la série. Puisque là, on a, comme tu l'as dit, une jeune fille blonde qui traverse la puberté, les premières histoires d'amour, les premières déceptions, les disputes amicales, les premiers deuils. Et tout ça est illustré dans la série par des événements surnaturels qui vont venir la faire grandir et la confronter à de terribles épreuves, bien trop terribles pour une jeune de 16 ans. Mais ça a toujours été fait avec beaucoup de brio et en fait, c'est devenu un petit peu moins grossier au fil des saisons. Mais dans la saison 1, on a vraiment beaucoup de métaphores très évidentes sur la préadolescence. On a une élève du lycée qui disparaît carrément. Qui devient invisible. Ouais, voilà, qui devient invisible et qui est totalement déconsidérée par ses camarades de classe. Il y a des personnages de loup-garou, par exemple, qui symbolisent évidemment la puberté. Donc, tous les éléments parfois un petit peu kitsch de Buffy, y compris le titre Buffy contre les vampires, ont toujours été utilisés avec beaucoup d'humour et beaucoup d'intelligence par Joss Whedon et ses co-scénaristes pour raconter les affres de l'adolescence. On peut aussi dire qu'il y a un renversement des codes de genre quand même, c'est-à-dire que c'est une héroïne qui d'habitude serait la victime parfaite dans n'importe quel film d'horreur, c'est-à-dire c'est une petite blonde un peu superficielle et qui là est le personnage le plus redoutable de la série. C'est hyper bien écrit, c'est vraiment très très marrant. Si vous l'avez jamais vu en VO, je le recommande vraiment parce que la VF dénature énormément de blagues d'origine. Il faut dire aussi que le mépris qu'il peut y avoir à la base, enfin j'ai un peu envie de dire aux gens qui méprisent ce genre d'œuvre d'emblée, de se questionner peut-être un peu sur d'où vient ce mépris. Non mais c'est vrai. Bah oui, pourquoi est-ce qu'une œuvre a besoin d'être naturaliste et presque à 100% masculine pour être admirable?
admirable et pourquoi une œuvre qui s'intéresse à la vie d'une adolescente et à ses préoccupations et qui est menée par justement une petite blonde californienne qui s'appelle Buffy, de surcroît, serait forcément méprisable. Voilà. Oui, le titre joue beaucoup et d'ailleurs dans les critiques de l'époque, dès 1997, il y avait des journalistes qui disaient je m'attendais pas à voir ça avec une série qui s'appelle Buffy contre les vampires. Il y a énormément d'autodérision et d'humour méta dans Buffy et c'est un humour qu'on a ensuite retrouvé dans Avengers et tous les films qui ont suivi qui ont aussi été impulsés en partie par Joss Whedon. Mais en fait, c'est un titre qui est lui-même autodérisoire et qui est lui-même humoristique. Mais c'est un peu comme Crazy Ex-Girlfriend. Je pense qu'il y a des titres qui peuvent parfois porter préjudice à une série parce que c'est des titres qui se veulent humoristiques mais qui donnent l'impression qu'on va avoir une écriture beaucoup plus grossière que ce qu'on trouve au final. Ouais. Après, moi, je pense que c'est bien parce que ça écrème au niveau des fans. Totalement. Et que ceux qui deviennent fans, justement, de Buffy ou de Crazy Ex-Girlfriend, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit et qui sont disposés à aimer ce genre d'œuvre. Donc, c'est très bien. On aurait pu choisir beaucoup d'épisodes de Buffy. D'ailleurs, on a déjà parlé de Buffy dans notre podcast Peak TV. Il y a des épisodes qui sont cultissimes, comme Once More with Feeling ou Hush ou The Body. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Innocence partie 2, précisément, plutôt que cela ? Alors, il y a déjà beaucoup d'épisodes de Buffy qui sont en 2 parties, donc 2 épisodes de 40 minutes. Ça fait un peu long, donc là, on a vraiment voulu se focaliser sur la partie 2 de Innocence. Mais tous ceux que tu as cités, en plus de celui-là, appartiennent souvent au top 5 des meilleurs épisodes de Buffy. Mais en fait, tous les autres sont des épisodes qui peuvent vraiment tenir tout seuls comme des entités artistiques extrêmement fortes visuellement aussi. Ça fait partie des épisodes qui vont être utilisés aussi pour convaincre justement certains spectateurs réticents de la valeur artistique de Buffy pour leur montrer que c'est extrêmement bien réalisé, extrêmement bien écrit, extrêmement intelligent. Et Innocence partie 2, c'est aussi un épisode très réussi, mais qui reflète un petit peu plus toute la partie procédurale de Buffy. On a 24 épisodes par saison, et donc il y en a beaucoup où c'est un méchant de la semaine, souvent des méchants un peu kitsch d'ailleurs. Et on a aussi l'arc narratif de toute la saison qui va être développé dans ces épisodes-là, mais c'est pas des épisodes qui ont une note d'intention aussi forte que Once More with Feeling ou Hush. Hush, c'est l'épisode silencieux, Once More with Feeling, c'est l'épisode musical. Donc c'est des entités hyper forte, alors que Innocence partie 2, c'est plus sur ce que ça raconte à ce moment-là de l'histoire, que c'est très intéressant. C'est un épisode qui est moins hors norme, en fait, que beaucoup de ceux qu'on va retrouver généralement dans les tops. Et on a beaucoup parlé de tous les autres grands épisodes, justement, de Buffy dans Peak TV. Donc là, c'était l'occasion de parler d'un qui est peut-être un peu moins souvent mentionné, mais qui nous paraissait tout aussi intéressant et important. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être un épisode moins marquant d'un point de vue visuel ou d'un point de vue parti pris sur la façon de raconter l'histoire, mais c'est un des épisodes les plus importants au niveau de l'évolution de l'histoire. Ouais. C'est-à-dire que c'est un revirement dramatique dans l'histoire de Buffy à ce moment-là. Et c'est vraiment crucial, quoi. Ouais, et qui informe vraiment toute la suite de l'histoire jusqu'à la fin de la série et qui reflète, je pense, le mieux ce qu'a été Buffy aussi dans son message. Justement, au-delà des épisodes très, très impressionnants, là, il y a quelque chose d'assez simple, mais très, très fort dans cet épisode. Pour vous résumer ce qui s'est passé avant qu'on arrive à l'épisode 14 de la saison 2, au tout début de la série, Buffy rencontre un homme mystérieux qui s'appelle Angel, qu'elle trouve très beau. Qui est chiant comme la pluie. Qui est joué par David Boreanaz, qui est très mystérieux et assez rapidement, il y a un premier plot twist, elle découvre que c'est un vampire. Or, elle, son job, c'est de tuer les vampires et c'est un peu dommage parce qu'elle a un gros crush sur lui. Mais évidemment, c'est une histoire vieille comme le monde. En fait, comme lui. C'est ça, de au moins 273 ans. Elle se rend compte que c'est un vampire un peu spécial puisque c'est un vampire qui a une âme. Et donc, il est incapable de faire le mal. Il est hanté et torturé par tout ce qu'il a pu commettre justement comme crime dans son passé de vampire. Et ils vivent une histoire d'amour un petit peu impossible tous les deux puisque c'est un vampire, il a 350 piges, il vit la nuit. Mais ils sont très amoureux. Et donc, au moment où cet épisode démarre, ils viennent de vivre encore un nouveau rebondissement très intense avec plein de scènes d'action. Et ils se réfugient chez Angel. Et ils s'embrassent et ils couchent ensemble. Pour la première fois. Et Buffy, étant une lycéenne, elle perd sa virginité avec Angel. Qui lui a 350 ans. Voilà. Et donc, l'épisode dont on parle, Innocence partie 2, démarre
à ce moment-là, juste après que Buffy a perdu sa virginité avec Angel. Est-ce que tu peux nous résumer ce qui se passe dans cet épisode ? Angel avait une âme. Il avait été l'objet d'une malédiction d'un peuple Tzigane dont il avait tué la fille préférée pour qu'il retrouve son âme et il ne peut la perdre à nouveau que s'il vit un moment de bonheur intense et totalement pur. Donc un orgasme, visiblement. Mais un orgasme avec Buffy, j'imagine, parce que j'imagine que quand même le pauvre, il a dû en vivre depuis. C'est pas que l'éjaculation, c'est aussi l'amour. Exactement. C'est le mix des deux. La série ne précise pas exactement comme ça, mais on va dire que nous, dans la mythologie, on le comprend comme ça. Voilà. Donc lui, il se réveille au milieu de la nuit avec des violentes crampes. On a l'impression qu'il va avoir la diarrhée, mais pas du tout. Il va au milieu de la rue et là, il s'écroule et il se réveille, il se relève et il est de nouveau méchant et on le comprend parce qu'il tue de suite quelqu'un. Avec un moment hyper cool où en fait il tue une meuf qui est en train de fumer une cigarette. Ah, ça j'adore ça. Il lui mord le cou donc pour lui absorber le sang et juste après il recrache la fumée de la cigarette de la meuf. C'est assez stylé. Ouais, ça c'est très très stylé. Pendant ce temps, Buffy, le cauchemar de toute adolescente qui vient de perdre sa virginité avec quelqu'un dont elle est amoureuse en plus, se réveille et celui qu'elle aime et à qui elle vient de faire toute confiance a disparu. Donc elle sort de chez lui, elle parcourt la ville en se demandant où il peut bien être, elle commence à être très inquiète. En plus, elle est inquiète de sa propre performance, en plus de ce qui a pu lui arriver à lui. Et pendant ce temps, il y a aussi Spike et Drusilla qui ont fait venir un méchant qui sert à rien mais qui est censé détruire le monde, comme tous les méchants de Buffy tous les 3 jours. Qui s'appelle le juge. Le juge, voilà. Et qui est bleu. Et lui, bon, il doit détruire le monde. Angel rejoint Spike et Drusilla. En attendant, Buffy se rend compte que Angel est redevenu méchant. Tout le monde se rend compte que du coup, Buffy a couché avec Angel. Et Buffy, à la fin, après qu'Angel lui a dit des trucs hyper méchants sur le fait qu'elle était pas bonne au pieu, mais qu'en même temps, elle était très expérimentée. Donc, il a slut-shamé et la shamé en même temps. Et après, à la fin, elle se venge et elle le tape dans les testicules. Et voilà. J'adore ce que tu dis Angel comme la chanteuse belge. Oui, bon, Angel. Angel. En vrai, je devrais dire Angelus. Tout à fait. Oui, donc il faut préciser aussi que Spike et Drusilla, c'est 2 autres grands méchants de la série, sachant que Spike va avoir tout un arc. Voilà, il est un peu mignon quand même. Et il est un peu sexy, beaucoup plus que Angel. Ouais. Et Drusilla, c'est la meuf totalement perchée qui a été torturée pendant des décennies par Angel avant qu'il ait une âme, et donc quand il était d'une cruauté extrême. Et donc depuis, elle a complètement vrillé. Elle adore les poupées en porcelaine et regarder les étoiles sans les voir. Et lire dans les pensées des gens, elle est très divertissante. Apparemment, quand j'étais petite, je criais partout que Drusilla, c'était ma préférée. Mes personnages les plus divertissants de Buffy, pour moi, c'est Cordelia. Pour toujours, c'est ma préférée de toutes. Drusilla et Harmony. Donc, Buffy, dans cet épisode et pour tout le reste de la saison 2, doit en fait affronter son petit ami qui se révèle être un monstre sans âme. Voilà. La métaphore est très légère. C'est ça. Mais c'est ça qui fonctionne très très bien dans cet épisode et moi c'est pour ça que je l'adore. Je trouve que c'est un excellent épisode de rupture. Enfin moi je sais que c'est un épisode vers lequel je me réfugie très facilement parce que il exprime toute la douleur du cœur brisé. Mais là en plus avec le côté adolescent où elle a fait confiance à un homme pour la première fois, qu'elle s'est montrée vulnérable comme ça physiquement pour la première fois. Et qu'elle a l'impression que elle s'est totalement trompée, et elle culpabilise énormément. Donc c'est toute une métaphore sur la perte de la virginité qui se passe pas exactement comme prévu et le premier cœur brisé. Et c'est très triste. Est-ce que tu trouves que ça fonctionne comme métaphore ? Oui, évidemment. Ça y va un peu avec la truelle quand même, c'est-à-dire que c'est très très clair ce que ça fait, mais c'est très efficace. Je pense que c'est aussi une preuve de l'affection qu'on a pu développer pour Buffy à ce stade-là de la série, alors que la série est encore relativement jeune, où t'as juste envie de lui faire un câlin et de lui dire que tout va bien se passer, et ça fait énormément de peine de l'avoir traversé ça, quoi. La métaphore peut paraître un peu grossière, mais en fait, je trouve que l'épisode est vraiment très fin parce que il y a plein de nuances, en fait, sur toutes les émotions contradictoires qu'on peut ressentir à ce moment-là. L'espoir qu'elle a quand elle le retrouve, le fait que d'abord il devient distant, ensuite il devient cruel avec elle, il se moque effectivement de sa performance, et le fait qu'il décide d'utiliser ses sentiments à elle comme une arme pour la détruire en tant que tueuse, donc de retourner contre elle ses propres émotions, le fait que lui-même déteste
manifeste les parties sensibles de sa personnalité à lui, ce qui peut refléter peut-être les sentiments contradictoires que plein de jeunes hommes peuvent ressentir ou plein de jeunes garçons qui veulent pas se montrer vulnérables. Lui, il a vraiment une haine pour sa propre vulnérabilité que je trouve assez frappante dans l'épisode. Donc je trouve que ça marche très très bien jusqu'à la scène finale où on comprend qu'elle est en colère et pas encore totalement prête à tourner la page non plus. Enfin, je trouve que c'est un épisode qui fonctionne très très bien comme métaphore. Ouais, carrément. Il y a un peu toutes les étapes du deuil en fait dans l'épisode, c'est-à-dire qu'il y a le déni, il y a la colère. C'est très efficace. En plus, sur 40 minutes de série, on couvre beaucoup de choses. Le moment qui m'émeut toujours le plus, c'est quand les autres personnages comprennent ce qui s'est joué pour Buffy, puisque au début, elle dit Angel a disparu, je sais pas où il est, donc ils veulent tous un peu partir à sa recherche. Et puis quand ils comprennent qu'il est devenu méchant, ils lui posent la question, ils lui disent mais à ton avis, qu'est-ce qui a pu déclencher un tel revirement chez lui? Et là, on la voit s'effondrer totalement, puisqu'elle pense que c'est de sa faute. If anyone knew how it happened. What do you mean? Well, something set it off. Some event must have triggered his transformation. Well, if anyone would know, Buffy, it should be you. I don't. Well, did anything happen last night that Giles, please. I can't. Buffy, I'm sorry, but we can't afford to... Buffy! Giles, shut up. Et elle comprend que c'est parce qu'il a connu un moment de bonheur. Enfin, voilà, que parce qu'elle a couché avec lui, il est redevenu méchant. Et cette scène dans la bibliothèque où Willow va vers Buffy pour lui dire « Est-ce que ça va ?» Et personne ne comprend sauf elle. Buffy part en courant. Et Giles n'arrête pas de poser des questions. Et Willow lui dit « Non, mais Giles, tais-toi là. » Et c'est la seule qui comprend ce qui vient de se jouer. Et un petit peu plus tard, Giles lui aussi comprend et il enlève ses lunettes puisque c'est tous les moments où il est gêné, il enlève ses lunettes. C'est des moments, moi, qui me bouleversent parce qu'on sent l'amour que eux aussi ont pour Buffy à ce moment-là et l'incapacité de trouver quoi que ce soit de rassurant à lui dire parce que c'est un moment qui est tellement horrible à vivre pour elle et tu peux vraiment rien dire de réconfortant à ce moment-là. Je trouve que c'est très bien fait aussi. Ceci dit, moi, il y a un moment où Giles trouve vraiment les mots. C'est à la toute fin de l'épisode et c'est une de mes scènes préférées, je pense, de tout Buffy et une des scènes qui, pour moi, caractérise le mieux ce qui était aussi réconfortant dans Buffy aussi et dans le personnel de Giles en particulier. Il la ramène chez elle après la confrontation finale. Elle lui dit qu'elle est désolée. Il lui dit désolée de quoi? Enfin, il lui dit si c'est de la culpabilité que tu veux, c'est pas avec moi que tu vas en trouver. Qu'elle a peut-être eu un comportement irréfléchi, mais qu'en même temps, elle était très amoureuse de lui, que très clairement, Angel lui avait prouvé à maintes reprises qu'il était très amoureux d'elle, et que lui, ce sera pas, Giles ne la culpabilisera jamais là-dessus, et que tout ce qu'il pourra lui offrir, c'est son amour et son respect. This is all my fault. I don't believe it is. Do you want me to wag my finger at you and tell you that you acted rashly? You did, and I can. I know that you loved him, and he's proven more than once that he loved you. You couldn't have known what would happen. The coming months are going to be hard, I suspect, on all of us, but if it's guilt you're looking for, Buffy, I'm not your man. All you will get from me is my support. And my respect. Et je trouve ça hyper beau. Et hyper beau de voir un homme d'âge mûr dire ça à une adolescente qui vient de commettre, entre gros guillemets, un acte qui est perçu comme péché même par énormément d'adultes ou qui est perçu comme tabou par énormément d'adultes, surtout aux États-Unis. Et du coup, là, il y a zéro culpabilisation autour de sa perte de virginité et un soutien indéfectible. C'est vraiment ce qu'il y avait de beau aussi dans Buffy et dans sa vision des femmes en général. Et le fait que c'était une série qui soutenait vraiment les femmes. C'est pour ça qu'on a été d'autant plus, je pense, choqués et déçus quand il y a beaucoup d'histoires de harcèlement moral qui sont sorties sur Joss Whedon, parce que c'était quelqu'un qui avait su écrire justement des scènes comme ça, quoi. Je pense que quand on vit une rupture qu'on n'a pas souhaitée, c'est hyper douloureux d'avoir l'impression qu'on s'est trompé sur la personne avec qui on était et de penser que c'est de notre faute, d'une manière ou d'une autre. Et c'est très beau ce moment-là de la part de Giles parce que ce qu'il lui dit en essence, c'est pas de ta faute, t'as rien fait de mal.
Et je pense que c'est quelque chose qui peut être extrêmement réconfortant à entendre dans ces moments-là. Donc ouais, je trouve ça très très beau. Et puis après, il y a la scène avec sa mère qui est assez bouleversante aussi. Ouais, moi, on va en reparler de sa mère parce que elle sert à rien dans ces saisons. C'est aussi un plot twist d'anthologie puisqu'on a l'intérêt romantique principal de la série depuis 1 saison et demie qui devient le méchant de la série. Ça fonctionne hyper bien et ça lance le reste de l'intrigue principale de la saison où pendant 10 épisodes, Buffy va devoir affronter son ex-petite amie. Est-ce que tu trouves que Angelus, la version donc maléfique de Angel, est un bon méchant ? Oui, et j'ai même noté dans mes notes, Angel devient enfin intéressant parce que vraiment, Angel, je l'aime pas. Il est fade, il est inintéressant, il est pas charismatique pour dessous. Je trouve que David Boreanaz est un mauvais acteur dans l'ensemble. Dans ce casting-là, qui est quand même un casting avec beaucoup de talent, c'est clairement pas celui qui brille le plus. Ah non, vraiment, vraiment pas. Mais quand il devient Angelus, il a au moins l'intérêt d'être un très bon méchant. Il est inventif. Il est inventif et c'est même pas juste ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a eu The Master, The Judge, machin. C'est des méchants un peu camp et ridicules et qui disparaissent souvent de manière assez rapide. Au final, on comprend que c'est pas vraiment ça le propos de la série. Lui, là où c'est vraiment fort, c'est que il connaît Buffy intimement et justement, c'est d'autant plus cruel. C'est-à-dire qu'il sait où frapper, qu'il y a quelque chose de très personnel dans leur confrontation et que c'est hyper cruel de voir quelqu'un que t'as aimé devenir et en qui t'avais toute confiance devenir ton pire ennemi. Donc c'est le méchant ultime en tout ça, quoi. Ouais, c'est un enjeu qu'on retrouve dans certains films d'horreur, notamment les films de zombies, c'est-à-dire que il y a une horreur dans le fait de voir quelqu'un qu'on a aimé se transformer en monstre et en agresseur. Et donc là, Joss Whedon utilise très bien ça puisqu'il y a toujours eu un petit pan gentiment horrifique dans Buffy. Et c'est vrai que la confrontation finale qu'ils vont avoir à la fin de la saison est vraiment géniale aussi pour cette raison, parce que les enjeux sont très intimes, comme tu l'as dit. Et puis tous les épisodes qui vont arriver après, où Angelus multiplie les actes de cruauté et les meurtres. Ouais, où il tue Jenny et tout. Ouais, ça fait partie des épisodes les plus glaçants de la série. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est très réussi, contrairement à celui d'Angel, qui est un peu chiant. C'est aussi, pour moi, cet épisode, comme je le disais au début, c'est une représentation assez parfaite de ce que va devenir la série, c'est-à-dire une succession de choix très difficiles pour Buffy et de sacrifices personnels qui vont devoir la faire grandir. Là, devoir rejeter la figure de ton premier amour et tuer la figure de ton premier amour, comme acte de maturité forcée, on peut pas trouver mieux. Et ça fonctionne très très bien, notamment dans l'affrontement final de cet épisode où ils se retrouvent tous à un centre commercial et où elle doit à la fois affronter le juge, le gros méchant de la semaine, mais aussi Angel. Et donc, le juge, elle lui fait péter un bazooka à la tronche. Attends, là, t'expédies beaucoup trop cette scène qui est vraiment géniale et qui après est dans le générique pendant je sais pas combien de saisons. C'est devenu un truc emblématique. C'est-à-dire qu'elle sort d'abord une arbalète et il commence à dire No weapon forged can stop me. Aucune arme forgée ne peut me détruire. Et là, elle dit aucune arme forgée à ton époque, gros con. Et elle lui sort un bazooka et elle l'explose. That was then. Et c'est vraiment génial. C'est trop trop bien. Ouais. C'est un des moments les plus badass de la série. Donc elle réussit à tuer le juge au final assez facilement, alors que ça faisait plein d'épisodes qui se prenaient la tête sur comment le tuer. Et par contre, maintenant elle a un nouvel ennemi bien plus redoutable qui est Angel. Comme elle a fait péter un bazooka en plein milieu du centre commercial, l'alarme incendie se déclenche et donc les jets d'eau se déclenchent un peu partout dans le centre commercial et elle se retrouve donc sous la pluie à l'intérieur d'une salle face à Angel et ils se battent tous les deux. D'ailleurs, les faux raccords sont nombreux. Comme dans beaucoup de séquences d'action de Buffy, mais là, c'est incroyable. Ouais, ça fait partie du charme de la série aussi, c'est-à-dire qu'on voit très bien que c'est une cascadeuse. C'est ça, elle était doublée en fait, Sarah Michelle Gellar. Alors qu'elle est très athlétique et elle a fait des arts martiaux et tout ça, mais bon, forcément sur certaines scènes de combat, même pour des questions d'assurance, elle était doublée. Elle est doublée par quelqu'un qui est plus grande, plus musclée et qui n'a pas la même tronche du tout. Et en fait, ça se voit, quoi. Oui. Et puis sa coiffure est différente dans chaque prise. Enfin, c'est assez génial. Mais la baston rend assez bien malgré tout. C'est vrai que comme on a grandi avec, il y a des faux raccords dans tous les épisodes quasiment et on s'en fiche un peu. Oui, moi ça me fait plus marrer qu'autre chose maintenant. Ouais, c'est ça. Et en plus, comme le format a changé, puisque c'était une série en 4/3 à la base, mais que pour être mise en ligne sur les plateformes de streaming, le format a été changé et donc
les plans sont plus larges que ce qui était prévu à la base. Donc parfois, on voit aussi des cadreurs ou des choses qui ne devraient pas être dans le champ à la base. Donc il y a un côté fait maison dans le visionnage de Buffy qui est très charmant. C'est marrant parce que toi, tu te souviens quand tu le regardais petite, moi je n'avais jamais remarqué les faux raccords à l'époque. C'est-à-dire que je l'ai remarqué, je l'ai remarqué à l'âge adulte quand j'ai lu qu'elle avait une doublure et d'un coup j'étais là, ah ouais. Ah bah oui, et moi maintenant, j'y prêtais pas du tout attention, mais en même temps j'avais 9 ans, tu vois, donc moi je regardais pas du tout ce genre de choses et j'étais pas très attentive. Enfin, c'était aussi une autre manière de regarder la télé, c'est-à-dire que c'était la trilogie du samedi, on le regardait généralement en papotant avec quelqu'un d'autre sur le canapé. Enfin, il y avait pas une attention aussi développée que celle qu'on a connue après en regardant tout sur Netflix à l'âge adulte, ça c'est sûr. Et donc, cette baston entre Angel et Buffy se conclut d'une assez belle manière, c'est-à-dire que Buffy a l'opportunité de tuer Angel, mais elle n'y arrive pas parce que 24 heures plus tôt, elle était folle amoureuse de lui et dans ses bras. Il lui dit You can't do it. You can't kill me. Tu vois, t'es pas capable, tu peux pas me tuer. Et là, elle lui met un bon gros coup de pied dans les couilles et elle lui dit Give me time. Donne-moi un peu de temps. Et je trouve que ça marche très très bien. Pareil pour exprimer ce moment de la rupture où t'es extrêmement énervé contre la personne et en même temps, tu sais que t'as besoin de temps pour réussir à tourner totalement la page. Je trouve que c'est une très belle leçon. C'est aussi le genre de truc que je pense que quand tu romps avec quelqu'un, tu peux plus fantasmer de lui donner un coup de pied dans les testicules que de fantasmer de le tuer, tu vois. Oui, de lui planter un pieu dans le cœur. Voilà, exactement. C'est sûr. Donc c'est plus proche aussi de la réalité de beaucoup de femmes. Oui. Puis justement, leur affrontement ne va faire que s'accroître dans les épisodes qui vont venir. Donc là, c'est un peu la préparation pour tout ça. Et de la voir en fait commencer à se relever, c'est-à-dire qu'elle est totalement anéantie dans cet épisode et c'est un des épisodes de toute la série où elle est la plus mal à cause de ce qu'elle vient de vivre. Et donc la voir dans cet affrontement final reprendre suffisamment de force pour l'affronter et lui dire « Je suis pas encore prête, mais je vais être prête et je vais te défoncer la gueule quand je serai prête ». Je trouve ça assez beau et assez inspirant. Comme tous les épisodes de Buffy, celui-ci est très bien écrit et donc les intrigues parallèles vont venir souligner le même thème. On a d'autres histoires de cœurs brisés et d'ambivalence amoureuse dans cet épisode et la principale, c'est celle qui concerne un triangle amoureux ou un quatuor amoureux entre Willow, Xander, Cordelia et Oz. Willow qui est la meilleure amie de Xander depuis qu'ils sont enfants mais qui a toujours eu un crush sur lui. Et eux deux ont toujours détesté Cordelia, qui est la peste du lycée, sauf que là, Willow découvre dans cet épisode que Cordelia et Xander sont secrètement ensemble. Ensemble. Ils se roulent des pelles. Ouais. Au lycée, ça voulait dire être ensemble. Ouais, c'est vrai. Enfin, chez moi, après un smack, on était mariés pour la vie. Qu'est-ce que tu penses de ce triangle amoureux ? Du mal. Ce qui m'énerve, c'est que ça annonce ce qui va se passer après entre Xander et Willow, et ça m'énerve en fait quand ils s'embrassent là dans leur tenue de balle de promo. Vraiment, je déteste cette intrigue. Et attention, gros coming out, beaucoup de fans vont m'en vouloir, j'en avais déjà parlé dans PIC TV je crois, je n'aime pas Willow. Willow m'énerve. Willow est le personnage le plus énervant de Buffy selon moi. Et du coup, non peut-être pas, mais vraiment Willow j'ai vraiment beaucoup de mal et j'ai surtout du mal avec l'interprétation d'Alyson Hannigan en fait, qui est tout le temps dans la minauderie et tout le temps dans le côté un peu cutesy et enfantin. Et juste, j'ai envie de lui dire parfois, grandis et parle normalement, quoi, au lieu de dire gna 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 gna. Enfin, elle m'énerve. Et du coup, là, c'est une espèce de crise de jalousie que je peux très bien comprendre vis-à-vis de Xander. Et c'est même touchant quand elle lui dit, en fait, ce que ça me dit, c'est que tu préférais être avec quelqu'un que tu détestes plutôt qu'être avec moi. Mais elle m'énerve. Et du coup, je suis pas trop sympathique à sa détresse dans ce moment-là, j'avoue. Moi, le problème que j'ai avec cette intrigue et avec pas mal d'intrigues autour de Xander, c'est que pourtant j'avais un crush sur lui quand j'étais petite, oui, nous évidemment. Toutes. Mais après, surtout on a grandi. quand il débarque à la piscine. Une scène qui nous a toutes beaucoup marquées, je pense. Mais j'ai du mal à voir ce que beaucoup de personnages féminins trouvent à Xander dans la série. Et là, le fait qu'il y ait 2 personnages féminins qui se battent pour lui me paraît un petit peu démesuré. Et Willow, c'est vrai que moi, j'adore l'histoire qu'elle a avec Oz. Pour le coup, je les stan complètement.
Et je trouve qu'ils sont très bien assortis, alors que l'amour très intense qu'elle ressent pour Xander pendant des années et des années, j'avoue que j'y ai jamais été très réceptive. Ouais, c'est un crush d'enfance. On peut le comprendre, c'est juste que t'as pas trop envie de les voir finir ensemble, quoi. Ouais, tu comprends très bien qu'ils sont pas du tout faits pour être ensemble. Alors que dans cette partie-là de Buffy, ce qui fonctionne très bien, c'est la manière dont Xander et Cordelia s'envoient des pics en permanence. Le meilleur échange de l'épisode, c'est ça. C'est genre quand il lui dit You'd never die for me. Tu mourrais pas pour moi, et qui lui dit No, I might die from you. Mais je mourrai à cause de toi. Il y a plein de moments comme ça, leurs échanges sont vraiment excellents. Et puis pour moi, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais Charisma Carpenter, je pense que c'est un génie de la répartie. Et elle a un timing comique absolument excellent. Et je trouve que Cordelia est vraiment un des personnages les plus fun et les plus intéressants de Buffy. J'ai écrit dessus dans le livre qu'on a publié sur les anti-héroïnes de série, et je l'aime de tout mon cœur. Et en fait, j'adore les voir ensemble, justement. Et moi, je comprends l'attirance qu'elle peut avoir pour Xander, Cordelia. Willow, j'ai envie de lui dire, passe à autre chose. Il est con, t'es intelligente. T'as un mec intelligent qui s'intéresse à toi, enfin, c'est bon. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore le couple Xander-Cordelia. Je trouve qu'ils fonctionnent très bien ensemble. En fait, c'est deux des personnages qui ont les meilleures répliques dans toute la série. Oui, donc le fait de les mettre ensemble, ça fonctionne super bien. Ça crépite, quoi. Ouais, et ils vont essayer de reconstituer un peu ça plus tard avec Anya. Ça marche un peu moins bien, mais ça marche quand même parce qu'il faut qu'il soit face à quelqu'un qui soit aussi sarcastique que lui. Et là, c'est vrai que dans cet épisode, tous les meilleurs moments d'humour viennent de ça. Oui, et puis il y a un côté avec Xander, bon ça c'est un peu un cliché dans beaucoup de fiction et même dans la vraie vie, mais les mecs un peu bonne patte, entre guillemets, parce qu'il peut être très jaloux et tout ça, qui sont avec des chieuses, c'est toujours très rigolo. Et du coup, lui, ça fonctionne toujours très bien. Le fait qu'il est amoureux d'elle pour toutes ces raisons-là, qui le poussaient à la détester quelques épisodes plus tôt, c'est assez jouissif. Oui, et puis bon, elle ressemble à Cordelia, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la scène entre Oz et Willow dans le van, puisque Willow, pour rendre jaloux Xander tout de suite, décide de faire appel à Oz pour les aider. Elle commence à peine à développer une relation avec lui à ce moment-là. Enfin, ils se connaissent depuis pas longtemps. Ils se tournent un peu autour, quoi. Voilà, ils se tournent un petit peu autour, mais il s'est rien passé. Et elle, on sent qu'elle avait encore justement ce crush sur Xander. Mais là, c'est le moment où il y a quelque chose qui va commencer à se concrétiser entre elle et Oz. Et donc, pendant que Xander et Cordelia font leur petite mission, elle se retrouve en tête-à-tête avec Oz dans le van, et Oz lui dit que Sometimes when I'm sitting in class, you know, I'm not thinking about class because that would never happen. I think about kissing you, and it's like everything stops. It's like freeze frame. Willow kissing you. Parfois, quand il est en cours, il fantasme sur le fait d'embrasser Willow. Parce qu'elle lui demande de l'embrasser, en fait. Oui. Et la manière dont il le dit est super mignonne. Mais moi, j'adore Oz. Enfin, je trouve il correspond tellement bien au personnage de Willow. Et en même temps, il refuse de l'embrasser parce qu'il lui dit, dans mon fantasme, quand je t'embrasse, tu m'embrasses aussi. Or, là, j'ai l'impression que tu veux juste rendre jaloux quelqu'un d'autre. Donc, ça m'intéresse pas. Mais t'inquiète pas, je peux attendre. Et je trouve ça super romantique. J'adore ce moment. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Autre pavé dans la mare, je m'en fous de Oz. Vraiment, j'ai jamais eu d'attachement à Oz. Je suis désolée. Après, je suis d'accord que cette scène est très mignonne. Ouais. J'avais le sourire quand je l'ai vue. Ce qu'il lui dit est vraiment adorable. C'est très romantique. Et quand t'es ado, t'as qu'une envie, c'est entendre ça. Donc, c'est super. Ouais. Mais et Seth Green est très charmant aussi. Oui, et puis surtout, quand t'es une ado comme Willow, qui a été ignorée par tous les garçons qui l'entourent, ça a toujours été un peu... l'intello de service que personne considère comme ça, et qu'en plus elle est rejetée par son meilleur ami sur lequel elle a un crush, avoir quelqu'un qui lui dise ça, c'est super, c'est trop mignon, c'est hyper romantique, c'est tout ce que tu veux entendre. Ceci dit, Oz et son côté un peu monocorde et monotone, moi ça, pareil, je suis pas charmée en fait. Je trouve que c'est deux personnages, Willow et Oz, qui ont un peu des gimmicks dans leur façon de s'exprimer, qui ont un peu une note, quoi, dans leur jeu et dans la façon dont on les écrit dans cette série. Et du coup, je les trouve pas très intéressants. Oui, après, moi, ça me dérange pas avec Oz parce que c'est vraiment un personnage secondaire. Oui. Et donc, moi, j'adore les petites incursions qu'il fait dans la série. Et quand il devient justement un petit peu plus important et qu'on se focalise sur lui et ses histoires de loup-garou, j'en ai plus rien à battre. Parce que pour le coup, je pense pas qu'il ait la carrure suffisante dans la série pour tenir des intrigues qui lui appartiennent à 100%. Mais quand il est là juste pour valider Willow, comme tu dis, qui est un personnage qui manque beaucoup de validation et qui est un peu incomprise par tout le monde, et que lui, il l'aime à 100% exactement comme elle est et pour qui elle est, bah, je trouve ça super mignon. Je suis totalement d'accord. Sur le papier, je trouve ça hyper mignon. Dans l'exécution, comme je pense que leur shtick ne fonctionne pas avec moi, ni l'un ni l'autre, du coup, j'ai du mal à m'attendrir sur eux, en fait. Ouais.
On voit aussi Joyce, la mère de Buffy, à plusieurs reprises dans cet épisode. Au début, déjà, quand Buffy rentre chez elle, après avoir couché avec Angel, et Joyce lui dit « Ça va ? T'as l'air bizarre, y a quelque chose qui a changé ?» Ça, c'est un énorme cliché de la fiction qui m'énerve un peu aussi. Le côté genre « T'es différente. » Moi, je souscris totalement à ce cliché. Je pense qu'il est vrai. D'accord, ok. Et j'aime beaucoup ce moment-là. Même si oui, je pense que ça a été totalement perpétué par la pop culture, mais moi j'aime bien. Et plus tard, à la fin de l'épisode, Buffy, pour le coup, est dévastée par tout ce qu'elle vient de vivre et par cet épisode très intense. Et il se trouve qu'on découvre que c'est son anniversaire. Et elle est en train de regarder un vieux film avec sa mère qui lui ramène un petit cupcake avec une bougie et qui lui dit « Alors, qu'est-ce que t'as fait pour ton anniversaire ?» Et Buffy lui dit « Bah, je suis juste devenue plus vieille. » Et sa mère lui propose de souffler la bougie et de faire un vœu. Et Buffy regarde un peu dans le vide et dit « Non, je vais juste la laisser se consumer. » So what'd you do for your birthday? Did you have fun? I got older. You look the same to me. Happy birthday. I don't have to sing, do I? No. Well, go on, make a wish. I'll just let it burn. C'est une conclusion assez sombre et qui reflète vraiment l'état d'esprit très très sombre dans lequel l'héroïne est à ce moment-là. Et elles se font un câlin toutes les deux. Enfin, on voit que sa mère est très inquiète et perturbée par ce que sa fille vient de lui dire et elle sait pas exactement ce qui se passe, mais elle sait que Buffy va pas bien du tout. Qu'est-ce que tu penses de ces scènes-là ? À la fois, ça reflète tout le problème du personnage de Joyce je dirais jusqu'à ce qu'elle apprenne que Buffy est une tueuse. Et en même temps, c'est une des rares scènes où elle se comporte vraiment comme une mère pendant ces saisons-là. C'est-à-dire qu'en fait, je m'explique. Dans ces saisons-là, elle est utilisée principalement comme obstacle pour Buffy, c'est-à-dire qu'on voit rarement des scènes de complicité entre la mère et la fille. On voit plus Joyce comme un empêchement parce qu'elle ne sait pas que sa fille est tueuse et elle est tout le temps en train de la punir ou de ne pas comprendre ce qui se passe ou d'imaginer que sa fille fait des conneries à droite et à gauche sans comprendre qu'en fait, elle risque sa vie pour sauver le monde. Et donc, Joyce est constamment utilisée comme ressort dans cette logique-là. Du coup, souvent, elle fait des choses qui sont pas hyper logiques pour une mère. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as envie de lui dire « surveille mieux ta fille » ou Et là, typiquement, en fait, pour une fois, elles ont un échange mère-fille qui est un peu crédible, c'est-à-dire que il y a une complicité, il y a une tendresse et elle est présente pour sa fille à un moment qui est difficile. Et en même temps, j'ai un peu envie de lui dire, meuf, ta fille vient de te dire, je vais laisser la bougie se consumer. Moi, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Raconte-moi, il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que tu me dis pas tout. Et là, elle la regarde, elle lui fait un bisou sur le front et elle la prend dans les. Enfin, non. Mais c'est peut-être ce qui va se passer 5 minutes après, on sait pas. Oui, mais non, la série devrait peut-être le montrer un peu. C'est pas ce qu'on voit. Et en fait, ce qu'on voit de Joyce, c'est qu'elle est toujours très passive. Et je pense que c'est parce que pour la série, il fallait pas qu'elle pose trop de questions parce que sinon, elle aurait découvert le secret de sa fille beaucoup trop vite, forcément. Mais du coup, on se retrouve confronté à des moments qui défient un peu l'entendement. Surtout que elle n'est pas présentée comme une mère irresponsable du tout. Elle est présentée comme une bonne mère la plupart du temps. Mais elle a des comportements qui correspondent pas du tout à ça. Où tu as envie de lui dire, quand tu es face à une adolescente qui se comporte comme ça, tu réagis pas comme ça normalement, quoi. C'est dit. Non, mais je pense que c'est un défaut d'écriture. Ça a été souligné par d'autres personnes que moi. Hein. C'est un défaut d'écriture des premières saisons. Et après, Joyce change justement quand elle est au courant en fait de ce que fait sa fille, quoi. C'est quoi ta réplique préférée de cet épisode ? Moi, c'est le moment où Xander dit à Cordelia si les vampires ont besoin de conseils beauté, on te fera signe. Il y en a une autre aussi où il lui dit pour son plan qu'il faut qu'elle vienne avec lui et qu'elle joue juste le personnage de la fille et il lui dit wear something trashy. Je sais pas trop comment traduire ça, mais c'est tout le brio de cette série s'exprime dans les répliques comme ça. Oui, après, elle était très bien habillée. Oui, mais bon, il adore lui lancer des petites piques, quoi. Sur Xander, juste mentionnons le fait que son passé de soldat dans l'épisode Halloween revient
est à nouveau utile dans cet épisode puisqu'il il se souvient de tout. J'aime beaucoup quand il a son plan et qu'il dit « Taisez-vous, je crois que j'ai une idée » ou « C'est presque une idée, c'est une idée, c'est un plan ». Et en fait, il va s'introduire dans la base militaire d'où le soldat qui jouait dans un autre épisode est issu et il s'introduit avec Cordelia et il arrive à récupérer un bazooka. C'est cool de voir Xander qui est vraiment défini par son absence totale de compétences d'habitude et d'intelligence, qui sert un peu à rien à part à être un bon ami, quoi. D'un coup, avoir une utilité et savoir faire quelque chose, j'aime bien ces scènes. Ouais, je suis d'accord. Et j'aime bien l'échange qu'il a avec Cordelia où elle lui dit est-ce que ça vous donne vraiment envie de faire du sexe, de voir des armes? Il dit j'ai 16 ans, regarder du lino, ça me donne envie de faire du sexe, quoi. Il a toutes les meilleures répliques de cet épisode. Well, does looking at guns make you want to have sex? I'm 17. Looking at linoleum makes me want to have sex. Ton MVP? Bah, Drusilla. Toujours Drusilla, surtout qu'on n'en a pas parlé là. Et Spike aussi, parce que Spike, on commence à comprendre un peu son revirement. Il va très vite vriller et trahir un peu sa cause dans le reste de la saison parce qu'il va être jaloux de la proximité entre Angel et Drusilla, parce que lui est en fauteuil roulant et peut plus faire grand-chose. Et là, on le voit déjà tapis dans l'ombre. Il essaie pas de les empêcher de poursuivre Drusilla et Angel là où ils vont. Après, il aurait pas trop les moyens de le faire, pour être honnête. Mais ouais, c'est Spike et Drusilla, les deux. Drusilla est complètement folle. Elle regarde les étoiles alors qu'elle est sous un toit et elle voit pas les étoiles, mais elle est en train de compter les étoiles. Enfin, elle est géniale. Et toi, c'est qui? Moi, c'est la manucure de Drusilla. Ah oui, avec le bout blanc. Un vernis rouge vamp avec des French tips au bout, donc des bouts blancs magnifiques. Je pense que je vais faire un screenshot et je vais aller me faire la même. Tu devrais. Trop bien. Est-ce qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas dans cet épisode pour toi? Non, le truc, c'est toujours l'intrigue de Jenny et de son oncle Zigan, là. Oui, c'est un peu limite. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas très très bien vieilli. Ouais. Donc bon, on va laisser ça dans les années 90. Bah, surtout que Jenny est un personnage qui est extrêmement sympathique dans la série et qui connaît une mort assez tragique et très très marquante dans la série. Et là, c'est un épisode où on n'est pas du tout de son côté. Ouais, mais je trouve, en fait, j'ai toujours trouvé ça un peu cruel, surtout de la part de Giles, qui est, bon, c'est par loyauté envers Buffy, je le comprends, mais c'est un adulte qui est un peu plus mature et qui devrait comprendre aussi le dilemme dans lequel s'est retrouvée Jenny. Je pense qu'il se sent trahi lui-même parce qu'elle a caché en fait qu'elle était au courant et qu'elle avait été envoyée pour surveiller Buffy, qu'elle était au courant de la malédiction qui entourait Angel. Mais elle est quand même, elle est pas malhonnête, quoi. Enfin, non, pas du tout. Et elle est même assez catastrophée de ce qui s'est produit. Exactement. Mais moi, je trouve ça beau parce que c'est assez rare, comme tu le disais plus tôt, de voir des adultes prendre le parti des enfants envers et contre tout dans la fiction. Oui, et vrai. Là, c'est vrai que face à une adulte, il lui dit, bah non, en fait, je suis du côté de Buffy à 100%. C'est vrai que c'est assez irrationnel comme réaction, mais c'est aussi très réconfortant dans un moment de détresse pour Buffy, de voir qu'il se pose même pas de questions, il est de son côté, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est jolie, Jenny. Jenny, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah ouais. Voilà. Sur cette note. C'est tout. C'était Amis. Merci beaucoup, Marie. Merci, Anaïs. Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode de série qui nous a beaucoup marqué et qui vous permettra de mieux nous connaître. En attendant, si vous voulez voir ou revoir cet épisode de Buffy, vous pouvez le trouver sur Disney+ ou sur Amazon Prime Video. À la semaine prochaine. Salut. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez.